Alors, une fois que votre présentation est terminée, vous pouvez rester ici. Moi, j'ai une question. Vous restez sur scène, c'est pour ça. Ok, très bien. Alors. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette plénière, toujours consacrée effectivement, et je vais relire parce que moi j'en fais beaucoup des plénières, à la RE 2020, CAP 2030, biodiversité, surélévation, ONR, qualité de l'air intérieur et copropriété. Ça fait beaucoup. Et là on va parler avec nos deux intervenants, et je vais même retrouver ma page, on va parler du projet Deloitte, qui est un projet conduit par l'agence Dubuisson, Thomas Dubuisson, architecte, cofondateur donc, de l'agence, et puis Axel Kronborg, directeur de programme adjoint chez Nexity. Donc la thématique là sur le projet Deloitte, c'est construction neuve, biodiversité et matériaux biosourcés. Voilà, vous avez à peu près une bonne vingtaine de minutes. À vous. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler du coup de ce projet de la Deloitte Université IMIA. IMIA, c'est en gros un campus pour le groupe Deloitte qui regroupe les gens qui travaillent chez eux en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il faut savoir que ce projet, on travaille dessus depuis 2016. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le temps long de l'architecture. Et c'est un projet sur lequel, même avant nous, le groupe Deloitte, qui est constitué d'entités qui partagent des outils, qui partagent une vision, mais qui sont néanmoins indépendants, voilà, ils avaient besoin d'un lieu pour regrouper leur personnel de différents pays. Et donc, ils ont, avant qu'on arrive, déjà fait tout un travail de programmation qui était très dense et qui était assez complet. Ils ont visité, benchmarké des sites dans le monde entier. Ils ont vu 88 sites. Et ils sont arrivés au départ au stade du concours en 2016 avec un programme qui était extrêmement précis. Alors, on se pose souvent la question, les architectes, est-ce qu'un programme précis va nous bloquer? Bien au contraire. Ce qui était très utile pour nous, c'est dès le départ, avant de commencer à travailler, d'avoir la vision du groupe et la vision justement de ce groupe de travail qui avait été constitué sur en gros quelle était la vision pour le site qu'ils voulaient créer sur ce site de Deloitte. C'est un projet, dans le benchmark qu'ils ont fait des 88 sites, ils avaient une grille d'analyse qui était assez rigoureuse et in fine, fonction un peu de la localisation géographique de tous les personnels qui devaient être amenés finalement à rejoindre le site de façon assez régulière. C'est un peu le bilan carbone des voyages et de un peu tous ces gens qui allaient faire venir quasi du monde entier sur ce site à proximité de Paris qui a emporté finalement suite à cette analyse un peu multicritère. Donc c'est un projet qui se trouve en gros à une demi-heure de Paris, à côté de Marne-la-Vallée, dans le quartier de Val d'Europe. C'est un projet qui a un site aussi un petit peu particulier parce que c'est vraiment inscrit dans l'enceinte du golfe de Disney. Donc par rapport à des projets qu'on vit d'habitude, c'est souvent le bâtiment arrive avant le paysage et là on était un peu dans une dynamique inverse où le paysage était déjà là, le paysage du golfe, et le bâtiment qu'on allait devoir inscrire était à construire, quoi. Donc ça, c'est le projet, le site surtout en 2016, quand on est arrivé et quand on a démarré le projet. Et ce qui est frappant, c'est justement cette histoire que, encore une fois, le site est déjà là, et le terrain qui est complètement nu, là, complètement horizontal qu'on voit, il représente à peu près 15 hectares, et on va devoir installer sur ces 15 hectares environ 20 000 mètres carrés de programme. Il y a tout de suite un contraste assez important entre l'échelle du programme qu'on est censé installer sur ce site, qui n'est pas particulièrement dense par rapport aux 15 hectares, mais surtout l'échelle des avoisinants, et notamment toutes les maisons qui bordent le lac, qui sont globalement des villas, des maisons individuelles. Donc il y avait déjà un premier challenge, c'est de trouver la bonne expression architecturale et la bonne écriture pour justement créer une transition un peu douce entre cette architecture un peu vernaculaire qui existe tout autour et le projet. Donc ça, c'est le plan masse du projet qu'on a proposé au stade du concours et qu'on a développé jusqu'à la fin. L'inspiration, elle est vraiment liée à toute cette architecture qui existe autour de Paris, qui prend naissance au XVIIe avec tous les domaines et où on voit qu'il y a toujours ce dialogue très fort entre l'architecture et le paysage. Et le paysage est presque plus important que l'architecture. Et dans ce site justement assez extraordinaire du lac,
l'organisation du projet et le plan masse qu'on a proposé, c'était vraiment un plan masse qui est une forme en éventail qui ouvre comme ça toutes les fonctions, tous les programmes vers l'ouest, qui était un peu la grande perspective du lac. Et en continuité avec cette organisation du programme, il y a tout un aménagement paysager qui a été travaillé avec les paysagistes de l'agence Base, qui ont travaillé avec nous dès le concours pour justement caler un peu ce plan masse et les grandes directions du projet, et du coup qui est en complément, je dirais, du programme architectural. Et on le verra par la suite. Il y a vraiment cette idée que l'usager demain, il est autant dedans que dehors, et l'expérience de formation qu'ils ont à l'intérieur, elle se prolonge à l'extérieur. Le paysage, l'idée, c'était aussi de ne pas créer un micro-paysage complètement dédié au projet, mais au contraire, de capter sur le paysage du golfe, qui existe déjà, et du coup de le ramener à l'intérieur de la parcelle. Donc, in fine, ce n'est plus un site de 15 hectares sur lequel on travaille, dans lequel on a posé le projet. C'est vraiment un site beaucoup plus grand et qui prend vraiment les dimensions du golfe tout entier. En termes d'échelle, si on se rappelle l'image du départ de ce projet, c'est qu'on a cette architecture qui doit dialoguer avec l'architecture des avoisinants. Et donc, il y a cette volonté très claire, dès le départ sur le projet, de fragmenter le bâti et que ces 20 000 m² qu'on doit organiser sur la parcelle, on les découpe en autant d'entités pour permettre justement de définir plutôt un agglomérat de petites constructions qu'un gros bâtiment qui serait perçu comme un objet. Donc, c'est ce qu'on voit bien sur les élévations du projet, sur lequel on devine cette silhouette qui est très morcelée dans l'idée voilà, de créer un dialogue plus intéressant avec les avoisinants. Donc ça, c'est la vue axonométrique, quand on prend un peu d'auteur, qui synthétise un peu ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'un dialogue entre l'expression architecturale du plan masse au niveau de l'architecture et son extension à l'échelle du grand paysage, dans des grandes perspectives qui s'ouvrent vers l'ouest, la présence du plan d'eau, comme ça, qui est placé en premier point et qui est une sorte de ponctuation dans les plans d'eau qu'on trouve déjà à l'échelle du lac, et finalement les jeux de toiture qui s'écrivent comme ça en continuité et cohérence avec l'échelle des bâtiments avoisinants. Donc maintenant, si on se remet à l'échelle du piéton, qui est la manière dont les gens vont vivre le bâtiment, on est à la lisière d'un petit village qui existe, à Manille-le-Hong, Bailly-Romainvilliers, et donc on rentre sur le site, et le déjà là, c'est qu'il y avait déjà un morceau de forêt qui existait, qui avait déjà été planté, et qui crée finalement ce sas de transition quand on arrive sur le site entre finalement le quartier environnant et le site dédié du projet. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on a capitalisé au niveau de l'existant, mais qui crée vraiment ce seuil de transition. Ensuite, dans la façon d'appréhender le projet, c'était intéressant pour nous de voir ce bâtiment, encore une fois, non pas de façon complète dès le départ, mais au contraire, d'en deviner qu'un fragment. Et donc d'arriver sur le projet par le sud, comme ça, et de venir comme ça longer le bâtiment. Et ensuite, il y a tout un jeu, souvenez-vous, la topographie était complètement plate au début du projet. Il y a eu un équilibre des déblais remblais. En gros, tout ce qui a été déplacé sur site, toute la terre qu'on a déplacée pour venir installer en partie les locaux techniques, elle est réutilisée sur le site et elle nous a servi justement à modeler le terrain en dialogue avec les paysagistes, justement, encore une fois, pour ne pas tout percevoir d'un coup. C'est-à-dire que quand on arrive sur le site, on ne voit qu'un fragment du projet. Ensuite, il y a eu un jeu sur la topographie, parce que sur un programme qui mixe finalement un centre de formation qui a vocation à accueillir environ 300-400 personnels de Deloitte qui visitent comme ça pour 3-4 jours le site, c'est à la fois un lieu d'hébergement, donc il y a des chambres, un lieu de sociabilité où les gens se rencontrent et un lieu de formation. Et donc du coup, tout ce pôle de campus, il a besoin aussi d'énormément d'espace technique pour justement gérer tous les approvisionnements. Donc il y a eu un jeu sur le terrain. Et donc l'accès principal se fait dans l'axe du projet à l'est. Et dessous, on est venu glisser tout l'accès technique. Et c'est pour ça qu'il y a cette montée progressive vers l'accueil dans le projet qui vous amène finalement au R+1 où on entre dans le projet. L'attention sur le paysage, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure avec les équipes de base, elle est fondatrice au niveau du projet. C'est-à-dire ce qui fait la force du projet, c'est vraiment la qualité du site. Et la qualité du site, elle transpire sur ce projet par la qualité du parc qui est vraiment complémentaire sur le projet. Et donc dans le travail qui a été mené avec les équipes de base, il y a eu vraiment une attention à la définition des sens, à la définition du tracé, mais aussi au maintien et à l'augmentation de la biodiversité sur le site. Et Axel vous en parlera un peu plus tard, mais c'était vraiment encadré dans le cadre d'un label. Donc tout ce travail, il a été fait à la fois sur les topographies de paysages qui étaient installées. L'idée, c'était surtout pas de créer un paysage unitaire, au contraire, c'est de faire une vraie variation d'échelle dans la façon dont le paysage vient s'installer sur le site, ce qu'on voit sur le schéma à gauche. Il y a aussi cette idée de modeler le terrain dans un jeu topographique aussi qui enrichisse
à l'échelle du paysage, voilà, l'expérience de l'usager. Et enfin, il y a cette pièce d'eau qui est au cœur du projet et qui fonctionne un peu comme un premier plan sur le projet, qui est en pente douce, encore une fois, dans cette idée qu'il y a une biodiversité d'échelle très variée qui vient installer, que ce soit dans 2 cm d'eau, des essences, des plantes, voilà, plein de choses qui vont vivre comme ça à l'échelle du site. Et enfin, il y a aussi cette idée que des morceaux d'architecture sont extraits du bâtiment principal et que chaque usage se retrouve dans une fonction à l'extérieur, que ce soit la partie apprentissage, learning, qui crée des summer classes en extérieur, que ce soit l'espace de sociabilité au cœur du projet où on retrouve comme ça une sorte de possibilité d'avoir un bar à l'extérieur au milieu du lac, et le fitness du projet qui est projeté aussi à l'extérieur dans une salle où ils vont programmer demain des cours de yoga, par exemple, le matin. On a volontairement sorti un peu en retrait du centre de la parcelle tout le stationnement, l'idée étant que les gens sont amenés et déposés à l'entrée, mais ensuite que les voitures sont garées un peu à l'écart. Et donc il y a toute une nappe de parking qui est organisée sur la droite du plan en haut à droite. L'idée sur ce parking, c'est de venir créer une grande pergola sur laquelle on a installé la globalité des panneaux. Il faut savoir que les panneaux, ils participent, les panneaux photovoltaïques, à la production, quasi la moitié de la production énergétique nécessaire sur le site. Et donc l'ensemble de ces panneaux, pour des questions d'accessibilité de maintenance, on les a placés au droit du parking. Sur la question des matérialités, il y avait cette envie et cette volonté sur le projet dès le départ de choisir une palette de matérialités assez simple avec des matériaux durables et qui pouvaient tenir un peu dans le temps. Donc on a en gros 3 typologies de matériaux sur la question des enveloppes. On a de la terre cuite qui vient recouvrir en partie les façades et les toitures, qui est une sorte de dialogue architectural avec ce qui existe un peu partout sur les toitures de l'architecture vernaculaire, mais qui est travaillé dans un souci de détail qui est un peu en lien avec l'échelle du bâtiment, sur lequel on a mis au point une teinte avec le fabricant qui crée une forme de vibration aussi à l'échelle du bâtiment. Ensuite, on a massivement introduit du bois dans le projet, que ce soit du bois structurel sur une partie des charpentes, que ce soit du bois sur les montants des façades, murs rideaux qui ouvrent vers le paysage, et que ce soit du bois sur les bardages extérieurs comme ça, qui viennent par exemple former une vêture sur l'arc. Voilà. Dans l'idée in fine de toujours contrôler, il y avait un monitoring du bilan carbone de l'opération qui était fait par les spécialistes environnement du projet, donc il y avait à chaque fois des curseurs et des choix de matériaux qui étaient faits dans une vision globale du projet, à la fois sur les questions de pérennité, mais à la fois sur la traçabilité et le bilan global carbone de l'opération. Les toitures, je vous en parlais à l'instant, c'est du coup cette idée de créer un jeu de toitures en tuiles plates, sur lequel on a mis au point voilà, une colorimétrie un peu variée pour créer cette vibration. L'arc en bois qui vient comme ça habiller les façades et justement les pignons qui regardent vers la vue qui sont traités avec des structures en bois qui viennent comme ça dégager des transparences vers la vue. Ensuite, la particularité du programme, c'est que vous avez des gens qui arrivent sur place et ensuite qui sont guidés naturellement vers les centres de formation. Mais finalement, la rue intérieure qui nerve un peu tout le projet, elle est aussi importante que les salles de formation elles-mêmes. C'est bien là où se fait tous les échanges et finalement ce qui existe après les cours qui crée du lien entre tous les intervenants qui viennent comme ça sur place. L'idée de cette rue intérieure, c'est qu'elle est la plus légère possible, c'est vraiment un espace entre deux. Dans cette idée de créer une graduation entre l'intérieur et l'extérieur, vous l'avez bien compris, c'est un projet qui toujours est en dialogue avec l'extérieur. Et du coup, cette rue intérieure, on l'a construite la plus légère possible, avec une couverture légère qui est revêtue de zinc. Et on verra dans les images intérieures, l'idée c'est vraiment d'amener le suffisant de lumière naturelle, c'est-à-dire qu'on ait une vraie qualité de lumière naturelle, mais que ce ne soit pas non plus une contrainte l'été, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des problématiques de surchauffe, donc il y ait le bon dosage, et encore une fois ce dosage, il a été monitoré au temps des études avec des simulations thermodynamiques pour bien vérifier les apports qu'on amenait en termes de qualité de lumière naturelle et les apports en thermique qu'on amenait, qu'on pourrait maîtriser et faire disparaître via la ventilation naturelle. Donc l'organisation interne du projet, au cœur, vous avez un peu tous les services communs, c'est-à-dire où les gens se rencontrent. L'idée de cet accueil, c'est que c'est un accueil qui est renouvelé par rapport à une typologie classique d'hôtel. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas un simple comptoir. L'idée, c'est qu'il y a déjà dès l'accueil une expérience qui est particulière au site. On a travaillé sur ce projet vraiment aux deux extrémités de la conception, c'est-à-dire à la fois avec le paysagiste sur la définition du parc et son rapport avec l'architecture, mais à la fois avec les équipes de Rami Fischer, le RF Studio, sur tout ce qui relève de la qualité d'usage des espaces intérieurs, de l'ergonomie d'usage et de la définition des matérialités intérieures. Donc c'est vraiment un projet qui était vu par les deux bouts, à la fois la question du paysage et à la fois la question de l'architecture intérieure dès le démarrage de l'opération.
Donc ça, c'est par exemple l'accueil dans le projet. Ensuite, je vous expliquais qu'on arrive au R+1 parce qu'on est venu glisser dessous toutes les fonctions de back-of-house. Et donc, du coup, il y a une sorte de mise en scène comme ça de l'accueil vers le cœur du projet, finalement, là où tous les flux se rencontrent, qui est un peu la place du village ouverte comme ça vers le paysage. On voit bien là sur cette coupe la transition entre le R+1 qui constitue l'accueil et l'idée dans cette mise en scène de progressivement descendre vers le niveau de l'eau qui en réalité est situé au rez-de-chaussée. On a dans ces vues, voilà, et ça c'est la séquence en sortie où on voit justement ce jeu de topographie qui se retrouve dans l'intériorité du projet. Il y a, ça c'est la partie justement de la rue intérieure qui qualifie ces volumes entre deux qui ne sont pas totalement des extérieurs mais pas totalement des intérieurs, donc on est dans une sorte de volume entre deux qui est ventilé naturellement l'été et qui permet comme ça de mettre en connexion et de connecter l'ensemble des usagers du site. La vue voilà, de l'extérieur et la vue des espaces de restauration. Alors, Thomas Dubuisson, vous avez vu, il y a un petit panneau qui est apparu qui dit 10 minutes. Alors, est-ce qu'on laisse parler un petit peu Axel Kronborg? On laisse aller un petit peu, on lui laisse quoi, 6 minutes? Je pense que j'ai fini là. 6-7 minutes, ouais. J'ai quasiment fini, je vais très vite. Sur la partie learning, qui est un peu le sens de ce bâtiment, il y a eu justement tout un travail de réflexion sur la flexibilité des espaces de travail, qui se retrouve après dans une granulométrie à plus petite échelle dans les salles de classe. Et en contrepoint de cette partie-là, on a la partie des chambres qui se retrouve à l'extrémité du projet. L'idée étant encore une fois d'être toujours dans ce dialogue avec l'extérieur. Et le clin d'œil, c'est vraiment quasiment le paysage. Il rentre à l'intérieur de la chambre, par exemple via le dispositif de miroir qui est sur la tête de lit, toujours dans cette idée qu'on a un site d'exception et que du coup, sur tous les points du projet, on cherche à créer cette relation. Et du coup, voilà, c'est l'image qui me permet de faire la transition avec Axel, qui du coup représente le maître d'ouvrage sur cette opération, qui était depuis le début avec nous sur le projet et voilà, qui va vous parler. Voilà, vous avez, allez, on va dire combien de minutes? 7 hein. Combien? 9. Allez, 9. Allez. Donc, la Deloitte Université est un projet dans lequel nous sommes beaucoup investis, notre équipe et tous nos partenaires, avec l'idée d'en faire à la fois un lieu de vie, intégré dans un environnement naturel et en même temps un bâtiment qui soit performant sur le plan environnemental. Donc on a travaillé depuis le début, comme Thomas l'a dit, avec Deloitte et leur exploitant Châteauforme. Donc on va passer en revue les points remarquables des solutions mises en œuvre pour l'obtention des labels, des certifications et référencements. Donc, tout d'abord, le label E+C- et BBCA. Donc, sur le projet Deloitte University, on a 3 systèmes de récupération d'énergie qui ont été installés. Le premier est un système boost therm qui permet de récupérer la chaleur résiduelle ou chaleur fatale des locaux informatiques et des chambres froides pour préchauffer le bâtiment et chauffer l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a en deuxième système une thermofrigopompe qui est utilisée exclusivement en hiver pour produire du froid pour les locaux informatiques et les chambres froides. Et le troisième système qui est composé de 4 packs pour produire chaleur pendant la période hivernale et la climatisation en été. Donc 40% du bâtiment est alimenté par l'énergie renouvelable grâce aux 1100 m² de panneaux photovoltaïques. L'énergie produite par le photovoltaïque est dédiée à l'ensemble du bâtiment. De plus, on utilise l'eau de pluie, le système d'irrigation goutte à goutte pour les toilettes publiques. Une isolation extérieure, des protections solaires non motorisées, une consommation énergétique prévisionnelle de 62 kWh par mètre carré par an, une émission de gaz à effet de serre prévisionnelle de 6,25 kg par mètre carré par an et une mise en œuvre de matériaux biosourcés, essentiellement du bois. On peut passer au BREEAM. Donc, le projet comprend 22 stations de recharge double pour 44 véhicules électriques, un plan de commissionnement saisonnier durant la phase d'exploitation qui spécifie les procédures et les activités de mise en service de vérification des systèmes et des équipements d'un bâtiment pendant les différentes saisons de l'année, une fois que le bâtiment est en exploitation. On a beaucoup travaillé aussi sur l'apport de lumière naturelle. 95% des espaces de travail sont éclairés naturellement. On a installé aussi des mesures de qualité de l'air intérieur avec un système de balises, des horloges astronomiques dans les tableaux divisionnaires qui gèrent l'éclairage extérieur, un choix d'ascenseurs éco-efficients avec dispositif de régulation de la vitesse pour économiser l'énergie,
Des équipements sanitaires hydroéconomes sont utilisés pour préserver les ressources hydriques. Des détections de fuite sur les approvisionnements en eau permettent de prévenir les pertes d'eau. On a 25 espaces de stationnement dédiés au covoiturage. Et on peut passer à la slide sur le well. Le well, donc on vise le niveau gold avec la qualité de l'air intérieur, on en a parlé, grâce à des balises et un système et une signalétique un peu partout sur l'opération. La ventilation est régulée en fonction du taux de CO2 dans les espaces à forte densité d'occupation. Des balises mesurent le CO2, l'ozone, les particules fines, la température et l'hygrométrie. Un système de ventilation performant assure le renouvellement d'air. Les matériaux de finition sont écolabellisés A+. Ils ont été choisis afin de limiter au maximum la pollution de l'air dans le bâtiment, notamment pour les revêtements muraux, peintures, vinyles, les revêtements de sol, l'isolation, le mobilier, tout ce qui est joint de carrelage. Concernant la lumière, donc on a les surfaces vitrées généreuses qui sont associés à des détecteurs de présence et de luminosité pour optimiser l'utilisation de la lumière naturelle et l'efficacité énergétique. Donc, le projet a été conçu pour favoriser le bien-être psychique avec des intentions de forme et de couleur, des espaces de formation éclairés. On a déjà dit l'alimentation, on a des fontaines à eau qui sont disposées tous les 30 mètres sur l'opération. On a un espace de mise en forme également qui encourage l'activité physique. Les portes d'accès aux circulations verticales sont équipées d'Oculus pour favoriser plutôt les déplacements par les escaliers que par l'ascenseur. On a un travail aussi sur la thermique et l'acoustique, des limitations de l'éblouissement des zones de travail. Un local vélo couvert équipé de 72 places. Enfin, le label Biodiversity, donc on a un terrain de 15 hectares qui est composé d'environ 900 arbres et d'une variété de plantes locales avec recyclage d'eau pluviale. Comme l'a dit Thomas, l'étude d'impact a permis de préserver toutes les terres sur place. On a sorti très peu de terres, elles ont toutes été réutilisées pour créer les merlons et le relief paysager. On a un aménagement pour la faune et la flore, la création d'un plan d'eau de 2 hectares, donc, avec l'installation de crapauducs qui passent sous les voies, de nichoirs, d'hôtels à insectes, ainsi que d'abris hérissons et de chauves-souris. Une clôture qu'on a préservée perméable qui permet le passage de la faune. Et enfin, concernant le référencement cradle to cradle, donc le bâtiment a été conçu dès le début comme une banque de matériaux, avec 40% de son poids en clos et couverts et des corps d'état architecturaux qui sont certifiés C2C ou avec un potentiel C2C. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup Axel Kronborg. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour les questions. Il faut dire que Thomas Dubuisson a beaucoup parlé, mais il est un peu chez lui, puisque c'est lui qui a été en charge du projet justement de rénovation du carrousel. Donc voilà, c'est juste pour lui faire un petit hommage. Voilà. Donc quelques questions, une question courte et une réponse courte, s'il vous plaît, avant de passer au prochain intervenant. Eh bien, on va passer à l'intervention suivante. Merci, messieurs. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, peut-être, où vous voulez. Devant, derrière, comme vous voulez, ou si c'est plus confortable ici. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va passer à la conférence suivante.